Vous avez, tout à l'heure, vous avez fait émerger la question du corps électoral, qui est une question majeure. Nous sommes un certain nombre de personnes sur le territoire, en Nouvelle-Calédonie, à travailler sur le tirage au sort et de désigner une assemblée citoyenne autonome par tirage au sort qui permettrait donc déjà d'initier un certain nombre de projets dans la concertation la plus grande et qui puisse, on parle de tirage au sort de 1100 personnes hein, sur l'ensemble du territoire pour proposer un projet et qui s'appuie bien évidemment sur ces personnes-là ne seraient pas isolées, elles s'appuieraient sur leur famille, leurs amis, etc. et constitueraient un pôle de proposition qui permettrait, et d'ailleurs l'idée sur le territoire, c'est aussi de désigner les représentants par tirage au sort. Mais ça, c'est une autre paire de manches qui pourrait être choisie ou pas par cette assemblée citoyenne autonome, désignée par tirage au sort. Voilà, donc ces solutions sont analysées et ces groupes travaillent bien sûr autour de l'idée de démocratie directe. C'est l'idée fédératrice qui regroupe un certain nombre de groupes. Il y a le nôtre, mais il y en a d'autres qui sont autour de cette tâche-là. C'est pas simple, mais bien évidemment, vous avez dit que les dirigeants métropolitains avaient la main. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les citoyens de Nouvelle-Calédonie qui ont la main. Et je crois qu'il faut s'emparer de cela et d'une manière unitaire, bien évidemment, et au-delà des clivages qui nous opposent en ce moment. C'est-à-dire, on ne parle pas d'indépendance dans un premier temps, indépendance ou pas. On ne parle pas des sujets qui ne réunissent pas. On va parler de ce qui nous réunit, et notamment notre groupe porte les premières discussions sur nos valeurs. D'ailleurs, ce groupe s'appelle Unissons nos valeurs et décidons. Voilà, une piste qui pourrait prendre le relais du point numéro 1 que vous avez annoncé tout à l'heure. La forme ne remplace pas l'initiative et le vote direct par chaque citoyen. Il peut vivre avec. Les deux vivent bien avec, mais c'est pas une façon de remplacer. Pourquoi? Parce que le tirage au sort, c'est bien, mais à la fin, donne la possibilité de décider, risque de donner la possibilité de décider toujours à une minorité de citoyens, certes tirés au sort, mais quand même minoritaire, en laissant tous les autres dans l'attente de décider. Donc c'est important que le tirage au sort soit associé à un référendum après et de garder le droit d'initiative, même pour ceux qui n'ont pas été tirés au sort. Mais dans ces conditions-là, c'est super, et notamment sur cette question que vous évoquez, monsieur, qui est la question un peu centrale chez vous, et sur qui a le droit de vote. Parce que, effectivement, c'est des systèmes avec les assemblées tirées au sort qui ont été utilisés avec succès au Canada pour décider du système électoral. Et parce que, en général, il est clair que qui vote, qui a le droit de vote, c'est une question dans laquelle les électeurs actuels ont déjà un intérêt particulier et lorsqu'ils votent. Donc c'est important que faire une assemblée tirée au sort pour qu'ils puissent proposer quelque chose qui est un peu prenne en compte un avis, on va dire, discuté ailleurs. Mais pour autant, je pense que les citoyens actuels doivent voter derrière. On ne peut pas imposer à l'ensemble une assemblée. Voilà. Donc super. Juste un point, les citoyens vous disent que les Calédoniens ont la main. Alors attention, du point de vue légal, ils n'ont pas la main. Ils ont la main sur beaucoup de choses, je suis d'accord. D'un point de vue légal, aujourd'hui, il manque la main sur l'essentiel, c'est-à-dire qui décide que les citoyens calédoniens ont la main ou non. Aujourd'hui, c'est toujours des Français. Pas tant légal, mais légitime. Il est légitime que la population prenne la main. Mais voilà. Il faut transformer la légitimité en légalité, je pense, pour que ça dure longtemps. Nous, le tirage au sort. C'est pour ça aussi qu'on avait fait des liens avec la région en tant que telle, parce que je pense qu'il y a un argument très fort en Nouvelle-Calédonie pour envisager d'autres manières de décider. C'est ce que je disais, c'est que dans son aire géographique, c'est un régime autoritaire comparé. En fait, beaucoup d'autres îles ont réussi à se doter de ce que vous dites, d'institutions un peu mixtes, où il y a un conseil tribal, des assemblées tirées au sort et les citoyens qui votent régulièrement.
pour l'effort de contextualisation aux réalités calédoniennes et océaniennes. Je crois que c'est très important. J'avais une question de clarification sur les référendums. Vous avez mentionné 50% plus 1. Vous avez mentionné les doubles validations des référendums. Je voulais savoir s'il y avait des exemples dans la quinzaine de pays qui a adopté des référendums où on pose des questions qui ne sont pas nécessairement binaires aux citoyens, ça ne répond pas que par oui ou par non, que par pour ou contre, mais qu'il y a 3, 4 choix où les gens peuvent choisir, parmi lesquels les gens peuvent choisir. Merci. Alors sur les modalités de vote au référendum, il y a eu plusieurs propositions qui ont existé, puisque dans les pays qui ont la possibilité de décider directement, c'est souvent un enjeu qui revient de changer les règles aussi du référendum. Aujourd'hui, c'est que oui-non pour une raison simple, c'est parce que quand on ajoute d'autres options, ça donne beaucoup de pouvoir après, parce que si vous voulez, ceux qui valident et appliquent le résultat du référendum, ça reste le gouvernement. Et ça leur donne beaucoup de pouvoir pour créer une troisième option qui peut être un peu manipulatoire, qui fait objet de repoussoir. Donc comme ça, on est sûr, on divise par exemple le camp du oui entre deux groupes, et puis le résultat donne que c'est le non qui gagne, par exemple. Ou des règles d'agrégation qui sont décidées par après. Par exemple, je ne sais pas si vous avez une gradation, eh bien le gouvernement choisit comment il additionne cette gradation pour soutenir un peu, obtenir le résultat qui lui convient le mieux. C'est quelque chose qui est très important, c'est quand un référendum a lieu, c'est souvent que les élus sont pas favorables à la mesure. Parce que s'ils y avaient pensé, ils n'auraient pas laissé aller jusqu'au référendum, ils auraient vu le projet de loi et ils l'auraient adopté. Donc ce qui a été testé aujourd'hui et discuté n'a jamais été adopté par les populations qui ont ça, qui sont assez attachées au oui-non, parce que pour eux c'est lisible, quoi. On sait qui est pour, on sait qui est contre. Et attention, c'est pas sur, c'est souvent sur un projet de loi qui a fait l'objet d'une négociation préalable. C'est pas des oui-non comme on peut les connaître nous, où le projet est décidé en amont. Peut-être Raoult, tu le rajouteras ensuite après. D'autres choses là-dessus. Théorique. Sur la phase d'information, alors il faut savoir que ces processus-là sont des processus très longs. Par exemple, j'en ai pas parlé, mais en Micronésie et dans les îles Palau, les citoyens, tous les 10 ans, ont une question qui leur est posée, qui est de dire voulez-vous changer la Constitution, même s'il n'y a pas de proposition. C'est-à-dire il y a ce processus, voilà. Un référendum d'initiative citoyenne, en moyenne, c'est un processus qui prend bien plus d'une année. Donc on a le temps où les citoyens s'informent sur la proposition de loi. Une fois qu'elle obtient son nombre de signatures, là il y a ce qu'on appelle le temps de la campagne référendaire, qui dure en général 6 à 8 mois, et qui permet d'avoir des débats très fréquents qui s'organisent. Alors il y a deux façons de voir cette période-là. Il y a des pays qui sont attachés à ce que ces débats aient lieu de façon décentralisée. Alors, les gens s'organisent comme ils veulent. Il y a plusieurs types d'informations. Il y a de l'information qui est fournie par ceux qui ont porté la mesure, le projet de loi, par ceux qui sont contre. Et puis il y a des pays comme l'État d'Oregon aux États-Unis et quelques pays en Suisse qui l'ont repris, qui mettent en place des commissions tirées au sort de citoyens qui sont chargés de étudier la proposition, entendre des experts sur ce sujet et rédiger à l'égard des votants un petit argumentaire qui est, si vous voulez, l'argumentaire des citoyens qui initialement n'avaient pas d'avis sur la question et qui, après s'être forgé un avis, voilà ce qu'ils proposent comme argument. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a plein de possibilités d'amélioration possibles et d'imaginer aussi peut-être quelque chose qui n'est pas mis en place aujourd'hui mais qui correspond à une situation ou un contexte local particulier. Mais ce qui est important, c'est que c'est des dispositifs qui se greffent mais qui sont pas des filtres. C'est-à-dire, ces assemblées-là, elles disent pas « Ah ben non, cette proposition, on la rejette parce qu'elle est mal pensée ». L'important, c'est vraiment de garder en tête que ces systèmes visent à ce que tout citoyen qui a une proposition et qui a assez de soutien puisse la défendre et la soumettre à référendum.